Cultination. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler sur les révélations choquantes concernant les ovnis et les extraterrestres de trois personnalités emblématiques, Bob Lazar, Neil deGrasse Tyson et Avi Loeb, l'astrophysicien controversé de Harvard. Cette vidéo est divisée en trois parties et chaque partie parle en détail des affirmations d'un des chercheurs. C'est parti! Commençons par Bob Lazar. Présentation de l'histoire de Bob Lazar. Bob Lazar, une figure centrale dans le domaine de l'upologie, partage avec nous une histoire extraordinaire qui semble tout droit sortie d'un scénario de science-fiction. C'est un récit fascinant qui éveille l'imagination et soulève des questions fondamentales sur la réalité que nous pensons connaître. L'histoire de Lazar commence par son travail en tant que jeune scientifique sur un projet classifié au Laboratoire national de Los Alamos. Ce n'était pas un projet scientifique ordinaire, mais plutôt un accélérateur de particules dont la nature suscitait l'intérêt de l'armée. L'intrigue s'installe lorsque Lazar révèle son implication dans l'un des projets les plus secrets liés à la technologie extraterrestre. Il décrit son entrée à S4, un site situé à proximité de la tristement célèbre Zone 51. Son histoire est aussi captivante que les pages d'un roman, avec une atmosphère de mystère et de danger entourant ce lieu enveloppé de secrets. La description de Lazar sur la sécurité draconienne de S4 renforce le sentiment que tout ce qui s'y cache est d'une importance vitale. Les gardes armés, les caméras de surveillance omniprésentes et le système de sécurité avancé créent une atmosphère digne des meilleures œuvres de fiction. On entrevoit déjà un environnement où les informations sont distribuées avec parcimonie, préservant les mystères de S4 comme des joyaux cachés. L'intérêt même de l'histoire de Lazar est sa découverte de 9 vaisseaux spatiaux extraterrestres différents. Chacun de ces engins, selon ses affirmations, possède des caractéristiques uniques et révolutionnaires. Lazar évoque un modèle sportif en forme de disque, rappelant les illustrations de science-fiction des années 1950. Cette rencontre avec l'inconnu dans les profondeurs de S4 devient le point de départ d'une aventure qui remet en question notre compréhension de la réalité. Ainsi débute le récit extraordinaire de Bob Lazar, jetant les bases d'une intrigue captivante qui ébranle les fondements de la perception humaine et nous entraîne dans un monde où la technologie extraterrestre défie les lois connu de la physique. Élément 115 et technologie venue d'ailleurs. Les affirmations de Bob Lazar concernant l'élément 115 et la technologie extraterrestre dévoilent une facette extraordinaire de son récit. Selon Lazar, l'élément 115 était inconnu de la science à l'époque de ses révélations, mais il a depuis été ajouté au tableau périodique sous le nom de moscovium. L'élément 115 devient la clé de voûte de la propulsion antigravité des vaisseaux extraterrestres, selon Lazar. Cette substance, initialement absente du répertoire scientifique, aurait le pouvoir de débloquer une technologie révolutionnaire permettant aux engins de se déplacer à des vitesses inimaginables. Le lien entre la science-fiction et la réalité s'intensifie avec l'ajout de cet élément exotique à la table périodique. Lazar décrit l'élément 115 comme l'élément central permettant aux vaisseaux extraterrestres de plier l'espace-temps, une notion qui défie les lois connues de la physique. L'idée que cette substance, désormais reconnue par la science, puisse être utilisée pour générer des champs gravitationnels propulsant les vaisseaux dans l'univers alimente le mystère entourant ces prétendues technologies extraterrestres. Les révélations de Lazar dépassent le simple récit d'une substance exotique pour toucher à l'essence de la propulsion antigravité. L'idée d'un isotope stable de l'élément 115, non découvert sur Terre, capable de générer une énergie massive à partir d'une réaction avec l'antimatière, évoque des scénarios dignes de la science-fiction la plus audacieuse. Les implications de cette technologie dépassent notre compréhension actuelle de la physique. Tout ceci nous offre un aperçu du potentiel technologique du futur. Convertir de minuscules quantités de matière en énergie colossale, ouvrir des portes à des voyages interstellaires, cela défie les notions conventionnelles de propulsion et de compréhension de l'espace. Description du vaisseau Bob Lazar établit une description détaillée d'un des vaisseaux dans ses explications. Ces descriptions détaillées du modèle sportif d'OVNI révèlent une conception aussi élégante que puissante. Imaginez un vaisseau en forme de disque, non seulement pour l'esthétique, mais pour optimiser l'efficacité aérodynamique. Le modèle sportif, selon Lazar, n'est pas simplement une représentation emblématique. Il incarne une fusion d'apparence et de caractéristiques pratiques. 3 sièges disposés équidistants autour d'un réacteur central, une disposition qui suggère une attention minutieuse à la stabilité et à la distribution de l'énergie gravitationnelle.
Lazar révèle des détails fascinants sur l'intérieur de ces vaisseaux extraterrestres. Le modèle sportif, équipé d'un réacteur central et de 3 amplificateurs de gravité, semble être une prouesse d'ingénierie extraterrestre. Ces composants sont décrits comme capables de manipuler les ondes gravitationnelles, permettant au vaisseau de plier l'espace-temps et de se déplacer à des vitesses folles. La description de l'intérieur du vaisseau offre une plongée fascinante dans un monde de technologie et de design qui transcende notre compréhension actuelle. 3 niveaux distincts, chacun avec une fonction spécifique, créent une architecture extraterrestre intelligente qui défie les normes humaines. Le niveau inférieur, le cœur du système de propulsion, dévoile l'utilisation de 3 amplificateurs de gravité. Ces composants, selon Lazar, sont cruciaux pour permettre au vaisseau de plier la gravité, assurant une manœuvrabilité sans précédent. L'espace restreint du niveau de croisière, conçu pour des occupants plus petits, évoque une efficacité compacte pour le maintien de la vie et les opérations quotidiennes. Au sommet, le tableau de contrôle offre une image futuriste d'une navigation sans égale. Les systèmes de contrôle, selon Lazar, diffèrent radicalement de ce que nous connaissons, suggérant l'utilisation d'écrans holographiques ou même de connexions neuronales directes. L'absence de couture visible ou de rivet dans la construction du vaisseau ajoute un élément de mystère, suggérant un processus d'assemblage au niveau moléculaire. Explication sur la technologie extraterrestre. L'histoire de Bob Lazar atteint son apogée avec la révélation du système de propulsion alimenté par l'élément 115. Selon Lazar, cet élément, maintenant connu sous le nom de moscovium, était initialement ignoré du monde des scientifiques. Sa description de l'utilisation de l'élément 115 fait penser à une science futuriste, où un isotope stable pourrait générer une immense énergie à partir d'une réaction avec l'antimatière. Lazar décrit de manière fascinante la transformation de cette substance inconnue en une force motrice capable de générer des champs gravitationnels. Cette vision révolutionnaire de la propulsion antigravité défie notre compréhension conventionnelle du voyage spatial. La manière dont Lazar décrit le processus de conversion de minuscules quantités de matière en une énergie colossale fait penser à une transmutation alchimique du XXIe siècle. L'idée de débloquer des quantités massives d'énergie à partir de l'élément 115, créant des champs gravitationnels propulsant les vaisseaux dans l'univers, semble sorti tout droit d'un roman de science-fiction. Son récit soulève des questions fondamentales sur la nature de cette technologie extraterrestre. Comment l'élément 115 peut-il être utilisé pour plier la réalité et permettre des voyages interstellaires? Lazar suggère que ces vaisseaux ne sont pas simplement des engins spatiaux avancés, mais des instruments capables de remodeler l'univers autour d'eux. Le détail de Lazar sur les amplificateurs de gravité offre un aperçu du cœur du système de propulsion extraterrestre. 3 de ces amplificateurs, stratégiquement placés à bord, permettraient au vaisseau de manœuvrer avec une agilité exceptionnelle. La compréhension de la gravité devient un outil malléable, non seulement pour accélérer, mais pour remodeler l'espace-temps à volonté. Controverse autour des déclarations de Lazar Bob. En 1989, Bob Lazar fait le choix audacieux de partager son histoire, entraînant le monde dans un débat houleux. Ses affirmations, bien que reçues avec scepticisme, modifient profondément la perception de la zone 51 et stimulent une conversation mondiale sur les ovnis et le contact potentiel avec des extraterrestres. L'impact de toutes ces affirmations est difficile à ignorer. Ces révélations ont propulsé la zone 51 de l'ombre à la lumière, transformant cette base militaire secrète en un symbole de technologie extraterrestre et de dissimulation gouvernementale. La zone 51, autrefois simplement un site militaire, devient désormais synonyme de mystère extraterrestre grâce au jus. Affirmation audacieuse de Lazar. Les récits extraordinaires de Lazar ont suscité un flot de débats et de spéculations. Sa crédibilité est remise en question, son passé académique scruté, mais malgré les critiques, son histoire a ouvert une boîte de Pandore. Elle a incité la nouvelle génération de chercheurs et de sceptiques à remettre en question les limites de notre connaissance et à explorer les mystères que le gouvernement pourrait cacher. Le débat sur la crédibilité de Lazar persiste, mais son récit a indéniablement façonné le discours sur la technologie extraterrestre et la transparence gouvernementale. Qu'il soit considéré comme un visionnaire ou un imposteur, Lazar a joué un rôle clé dans la construction d'un paysage où les ovnis et les extraterrestres ne sont plus des sujets de pure spéculation, mais font partie intégrante des discussions scientifiques et culturelles. Maintenant, passons aux affirmations controversées de Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien aux 1000 récompenses. Neil deGrasse Tyson est né à New York en octobre 1958, quelques mois après la création de la NASA. C'est à croire qu'il était destiné à devenir scientifique. Sa fascination pour l'astronomie a commencé dès l'enfance, lorsqu'il a commencé à observer la Lune à l'aide de jumelles depuis le toit de son immeuble.
À seulement 9 ans, il a eu l'opportunité de découvrir les étoiles au planétarium Hayden de l'American Museum of Natural History et figurez-vous que 29 ans plus tard, en 1996, il a battu un record en devenant le directeur le plus jeune du planétarium. Neil deGrasse Tyson a parcouru un chemin académique impressionnant, ayant étudié à la prestigieuse Bronx High School of Science, avant de se spécialiser en physique à Harvard et d'obtenir une maîtrise en astronomie à l'Université du Texas à Austin. Il a poursuivi ses études à l'Université Columbia où il a obtenu son doctorat en astrophysique en 1991. Aujourd'hui, il est chercheur invité et conférencier à l'Université de Princeton. En tant que chercheur, le Dr Tyson s'est concentré sur plusieurs sujets passionnants tels que la formation des étoiles, les étoiles en explosion ou supernovae, les galaxies naines et la structure de notre propre galaxie, la Voie lactée. Il suit les traces de son ami Carl Sagan en diffusant les concepts et les découvertes en astrophysique auprès d'un public plus large. En 1995, M. Tyson a commencé à écrire pour le magazine Natural History, en rédigeant la rubrique Universe. Il a depuis écrit plusieurs livres fascinants, notamment une anthologie intitulée Death by Black Hole and Other Cosmic Quandaries, publiée en 2007. En plus de cela, il est l'auteur de mémoires passionnants, notamment The Sky is Not the Limit, Adventure of an Urban Astrophysicist, qui raconte son parcours atypique en tant qu'astrophysicien urbain, ainsi que The One Universe at Home in the Cosmos, coécrit avec Charles Liu et Robert Iron, qui explore les merveilles et les mystères de l'univers. Lorsque la Commission sur l'avenir de l'industrie aérospatiale des États-Unis a cherché des experts pour les aider à définir les objectifs futurs, M. Tyson a été nommé membre en 2001. Sa passion pour l'exploration spatiale l'a conduit à rejoindre la commission présidentielle Moon, Mars and Beyond, Lune, Mars et au-delà, en 2004, où il a contribué à façonner la politique d'exploration spatiale des États-Unis. Cette même année, M. Tyson a enfilé sa combinaison spatiale de présentateur pour la mini-série en 4 parties Origins, diffusée sur la chaîne PBS Nova. Avec son approche accessible et fascinante, il a captivé l'attention de nombreux téléspectateurs. Il a également coécrit le livre Origins, 14 milliards d'années d'évolution cosmique avec l'astronome Donald Goldsmith, pour partager sa passion de l'univers avec un public plus large. Aujourd'hui, M. Tyson anime l'émission Nova Science Now sur la chaîne PBS. Il adore relever le défi de rendre la science accessible et pertinente pour de nombreux publics différents, tout en partageant son enthousiasme pour l'univers et l'exploration spatiale. Une pluie de récompenses s'est abattue sur ce dernier, avec 9 doctorats honorifiques à son actif et la plus haute distinction civile de la NASA, la médaille du service public distingué. L'Union astronomique internationale a également choisi de célébrer ses exploits en baptisant un astéroïde 13123 Tyson. En 2007, le magazine Time l'a désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année et l'association américaine des professeurs de physique lui a décerné le prestigieux prix Klopsteg Memorial cette même année. Incroyable, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a pu accomplir. Vous savez dorénavant qui est Neil deGrasse Tyson et quelle place ce dernier occupe au sein de la communauté scientifique. Attaquons-nous à présent au sujet de la vidéo. Monsieur Neil deGrasse refuse de relier les ovnis aux extraterrestres. Neil deGrasse Tyson a déclaré lors d'une courte interview avec Harry Melber que les récentes nouvelles sur les ovnis, expliquant la présence d'une vie extraterrestre sur Terre, étaient absurdes. D'un ton plus ironique, il poursuivit en disant « Réfléchissez un peu, si les extraterrestres ont traversé la galaxie dans leur vaisseau spatial pour arriver sur Terre juste pour lancer des ballons, sans blague. Si tel était le cas, est-ce les extraterrestres que vous voulez rencontrer ?» Il a continué en expliquant à quel point tout cela lui semblait ridicule. Ils ne peuvent pas être des extraterrestres intéressants si tout ce qu'ils ont ne sont que des objets flottants cylindriques et octogonaux que tout avion de chasse F-22 peut simplement abattre du ciel. Il a ri tout au long de la courte interview alors que Melber lui posait les questions que le public voulait entendre. Tyson a continué en disant que si des extraterrestres traversaient la galaxie pour visiter la Terre, ils seraient à un tout autre niveau que des bâtons et des flotteurs dans notre atmosphère. Il a également déclaré qu'il aurait besoin de preuves plus convaincantes. « Nous ne savons pas ce que c'est, donc c'est des extraterrestres », a-t-il ajouté pour montrer à quel point cette idée lui semble totalement invraisemblable. Pas assez de preuves. L'astrophysicien a souligné qu'avec l'ère technologique dans laquelle nous baignons, tout le monde a aujourd'hui un appareil photo sur son téléphone qui peut prendre des photos extraordinaires. Cela dit, s'il y avait effectivement une vie extraterrestre sur Terre, nous l'aurions découverte depuis longtemps.
Selon lui, la capacité à détecter la vie extraterrestre, rien qu'avec la contribution de quelques témoins, rend la chose moins convaincante. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose dans le ciel, dont vous ignorez la nature, que cela signifie que vous savez ce que c'est, a-t-il déclaré. Il a également souligné sur Twitter que les ovnis ne sont que des objets volants non identifiés, et cela ne signifie en aucun cas qu'ils sont de la vie extraterrestre. Pour lui, jusqu'à ce que nous puissions les identifier, il ne reste que des objets non identifiés, et rien de plus. L'astrophysicien croit-il aux extraterrestres ? Malgré toutes ces affirmations, l'astrophysicien ne refoule pas l'hypothèse de l'existence d'extraterrestres. Dans une récente interview avec CNN, il a déclaré qu'il serait presque impossible que la vie n'existe pas en dehors de ce système solaire. S'il n'y avait pas de vie là-bas quelque part, ce serait étonnant. Compte tenu de la fréquence de nos ingrédients, de la rapidité avec laquelle la vie s'est déroulée ici et du nombre de planètes que nous connaissons en orbite autour de ces étoiles. Lorsque l'intervieweur a abordé la possibilité que les extraterrestres aient atterri sur la planète Terre avec un vaisseau spatial, il a compris que ce dernier faisait allusion aux récentes vidéos d'ovnis publiées par la marine américaine. Il a donc répondu qu'il n'y a aucune preuve qui convaincrait un authentique sceptique tel que lui que nous avons été visités. Il a poursuivi en comparant les ovnis filmés par la marine de tic-tac monochromes. Ces espèces de tic-tac monochromes flous qui apparaissent autour de l'espace aérien restreint de la marine, dans notre propre atmosphère. Par ailleurs, vous avez vu les images haute résolution d'un télescope que nous avons garé à 1 million de miles de la Terre, le télescope James Webb, qui regarde le bord de l'univers, et le mieux que vous ayez pour les visiteurs dans notre propre atmosphère, c'est un tic-tac flou. Vous devez faire mieux que cela si vous voulez convaincre un astrophysicien. Les aliens nous ont probablement déjà trouvés. Neil deGrasse Tyson, dans le 6e épisode de Pop Mesh Explains the Universe, lève le voile sur le mystère du silence radio de nos amis extraterrestres. Selon le célèbre astrophysicien, si les extraterrestres existent et ont la capacité de voyager à travers la galaxie, il est probable qu'ils nous connaissent déjà depuis longtemps, selon le paradoxe de Fermi. Pourtant, il est peu probable que nous les trouvions, car ils pourraient volontairement éviter tout contact avec nous. Alors que la recherche de signaux extraterrestres continue, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers reste sans réponse. Les extraterrestres ne nous contacteront pas. Neil deGrasse Tyson explique que si nous pouvions voyager à 10% de la vitesse de la lumière, cela nous prendrait 1 million d'années pour traverser la galaxie de la Voie lactée. Cependant, il est possible qu'une civilisation extraterrestre avancée ait déjà effectué ce voyage en parcourant de vastes portions de la galaxie, car 1 million d'années est relativement peu de temps en comparaison de l'existence de la vie sur Terre. Le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, un physicien italien, a imaginé une situation où une civilisation extraterrestre aurait la capacité de voyager dans l'espace et de coloniser d'autres planètes. Selon cette hypothèse, une fois qu'une civilisation commence à se propager, elle peut peupler la galaxie rapidement. Cependant, Neil deGrasse Tyson se demande pourquoi ces extraterrestres ne nous ont pas encore rendu visite. Une série de solutions possibles viennent à l'esprit. L'une d'entre elles est que le voyage spatial peut être extrêmement difficile, peu importe l'intelligence de l'espèce. Une autre possibilité est que les extraterrestres nous ont déjà visités, mais ont décidé que nous n'étions pas assez intelligents pour justifier un contact. Une autre explication possible est que plusieurs groupes extraterrestres ont déjà progressé sur d'autres planètes, mais comme des groupes humains de différents pays de la Terre, essayant de coloniser les mêmes terres, nouvelles et excitantes, ils ont rencontré d'autres groupes déjà installés sur ces nouvelles planètes, entraînant des conflits et des guerres. De plus, il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans la galaxie, ce qui rend la recherche d'une planète particulière très difficile. Des animaux de compagnie dans un zoo. L'astrophysicien Neil deGrasse a émis l'hypothèse selon laquelle les extraterrestres nous auraient déjà probablement trouvés et ont asservi l'humanité dans un zoo géant qui est la planète Terre. Notre planète aurait pu donc être un zoo créé de toutes pièces par une civilisation extraterrestre hyper intelligente. Au cours de la conférence Starmus, qui se tenait à Tenerife en Espagne, Tyson a partagé son point de vue peu optimiste quant à l'éventuelle rencontre de l'humanité avec une forme de vie extraterrestre intelligente. Selon lui, notre manque de quotient intellectuel pourrait soit nous empêcher de faire une découverte importante, soit nous permettre de vivre dans l'ignorance heureuse de l'inconnu. En réponse aux préoccupations exprimées par Stephen Hawking quant au risque de destruction de l'humanité en cas de découverte d'une vie extraterrestre, Tyson a fait part de son désaccord partiel. Selon lui, la probabilité de telles conséquences est mince, car une civilisation avancée n'aurait aucun intérêt pour nous. Pour appuyer son argument, il a comparé notre propre insignifiance à celle d'un simple ver que l'on croise sur notre chemin. Même si l'on éprouvait l'envie de tous les tuer, on s'ennuierait vite et on passerait à autre chose. C'est comme quand vous marchez dans une rue et que vous apercevez un ver. Même si vous avez l'envie de tous les tuer, vous vous lasseriez rapidement et feriez autre chose. Tyson a émis l'hypothèse que notre plus grande protection contre les civilisations extraterrestres pourrait être leur conclusion que la Terre est dépourvue de vie intelligente. Imaginons que l'intelligence existe dans la galaxie. Mais qui sommes-nous pour affirmer que nous sommes également intelligents ? A-t-il questionné.
Il a ensuite souligné que notre conception de l'intelligence est subjective et relative à notre propre définition de celle-ci. En somme, nous ne sommes considérés comme intelligents que parce que nous avons décidé de nous qualifier comme tels. Que vraiment penser de tout cela? Pourquoi est-il important de trouver une vie extraterrestre selon deGrasse Tyson? Le docteur Neil deGrasse Tyson a un objectif ambitieux, découvrir s'il y a une vie dans notre voisinage, notamment sur Mars, Europa, Encelade ou Titan, dans les 50 prochaines années. Cette quête est soutenue par les plus grandes agences spatiales du monde et fait partie intégrante du programme d'astrobiologie de la NASA. Cependant, il y a de bonnes raisons d'être optimiste quant à la réalisation de cet objectif dans les délais impartis. En effet, la recherche astrobiologique s'est intensifiée de manière frénétique dans tous les systèmes solaires ces dernières années et son rythme ne fait que s'accélérer avec le temps. Il est donc possible que les espoirs du Dr Tyson se concrétisent dans un avenir proche. Le ciel autour de Mars grouille de sondes robotiques, faisant de cette planète la cible privilégiée de la quête de vie extraterrestre dans notre système solaire. Le rover Curiosity élargit quotidiennement notre connaissance de la géologie et de l'histoire martienne, tandis que les jumeaux Spirit et Opportunity explorent la planète rouge depuis plus de 12 ans. Ailleurs, des projets se dessinent pour explorer les mystères sous les plaques de glace mouvantes d'Europa, lune de Jupiter ou l'océan souterrain qui alimente les geysers de glace de la lune d'Encelade et de Saturne. Titan, autre lune intrigante de Saturne, enveloppée de smog, est depuis longtemps dans la ligne de mire des astrobiologistes avec sa météo singulière, sa géologie et son cycle hydrologique basé sur le méthane et l'éthane. Pour le Dr Tyson, la recherche de vie extraterrestre et la découverte d'une lignée de vie véritablement indépendante de notre système solaire représentent l'un des objectifs majeurs de la science moderne, ceci pour de multiples raisons. Une variété d'échantillons. Actuellement, notre compréhension de la vie reste extrêmement limitée, car nous n'avons qu'un seul exemple à étudier, la vie terrestre. Bien que nous soyons fascinés par la variété incroyable de la vie sur Terre, avec toutes les adaptations et les mutations qui ont eu lieu au cours de l'histoire géologique, il y a néanmoins une constante. Tous les organismes vivants sur Terre partagent une origine commune dans le temps, et l'utilisation d'acides nucléiques pour la réplication et la transmission de l'information génétique. Si nous découvrions une forme de vie au sein de notre système solaire qui ne serait pas codée, c'est-à-dire qui n'utiliserait pas d'ADN, d'ARN ou toute autre macromolécule pour stocker des informations biologiques, alors nous pourrions être certains qu'elle posséderait une genèse complètement différente, totalement indépendante de la vie sur Terre. Le Dr Tyson soulève une question intéressante. Comment pourrions-nous définir cette forme de vie si elle n'existe qu'en un seul exemplaire ? En général, pour caractériser quelque chose, il faut en avoir plusieurs exemples pour trouver ce qui les relie, ce qui les distingue, ce qui les définit et ce qui ne les définit pas. En fin de compte, notre compréhension actuelle de la vie est limitée et difficile à définir en l'absence d'échantillons suffisants. Nous nous contentons donc d'une définition imprécise et floue de ce qu'est la vie. Toutefois, le Dr Tyson souligne à juste titre l'importance d'une réponse précise et rigoureuse à cette question fondamentale. On ne peut réellement comprendre notre échantillon que si nous avons une diversité de types d'échantillons, affirme-t-il. Il est possible qu'au cours des 50 prochaines années, nous parvenions à découvrir un échantillon extraterrestre, que ce soit dans un cratère martien, un océan européen ou un lac titanique frigorifique d'hydrocarbures, comme l'évoque le Dr Tyson. Cette découverte pourrait enfin nous permettre de comprendre de manière approfondie ce qu'est réellement la vie. Passons à la troisième partie de la vidéo, les affirmations controversées d'Avi Loeb. Mais avant de parler d'Avi Loeb, parlons de 1977. Les extraterrestres tentent d'entrer en contact avec la Terre à travers le signal WOW. WOW est un signal radio en provenance de l'espace et que de nombreuses personnes considèrent comme la première tentative des extraterrestres voulant nous rejoindre sur Terre. En effet, le 15 août 1977, aux États-Unis, plus précisément au sein de l'État de l'Ohio, Jerry R. Eman, un astrophysicien, a repéré un puissant signal qui avait été intercepté depuis l'espace. L'homme travaillait pour le programme de recherche Search for Extraterrestrial Intelligence lorsqu'il a remarqué sur la sortie imprimée du télescope Big Ear le puissant signal de 72 secondes. Très stupéfait par ce qu'il venait de découvrir, il prit un stylo en encre rouge et entoura la série de chiffres qui correspondaient au signal et mentionna dans la marge « Wow ». Son étonnement se justifie parfaitement lorsqu'on se rend compte que le signal était en fait 30 fois plus puissant que le bruit électromagnétique qui était perçu dans la majorité des cas. Mais plus encore, il remplissait parfaitement toutes les conditions requises d'un signal radio extraterrestre qui serait en provenance d'une planète très lointaine de la Terre. Mais malheureusement, le signal en question n'a plus jamais été perçu depuis ce temps, bien que les scientifiques aient mené plusieurs
plusieurs tentatives inutiles. Même après près d'un demi-siècle, il a continué à susciter plusieurs questions dans le rang de ceux qui l'étudiaient. Première et la principale d'ailleurs, était relative à son origine. Les scientifiques avaient besoin de savoir celui ou ce qui a donné naissance à un signal aussi puissant. Après les données qu'ils ont obtenues grâce au télescope, le signal semblait tout juste provenir de la constellation du Sagittaire. Il est vrai qu'il y a quelques étoiles dans cette région du système solaire, mais le télescope n'offre pas plus de précision aux scientifiques. Il fallait qu'ils perçoivent une autre émission similaire en provenance de la même région afin d'être mieux situés et prendre de meilleures décisions. Sauf que cela n'est jamais survenu, comme nous l'avons mentionné tantôt. Mais après toutes ces années, il semblerait bien que ce ne soit pas une civilisation extraterrestre qui essaie de nous envoyer un message. Antonio Paris, un astronome du St. Petersburg College 6 Floride, vient d'émettre l'une des théories les plus plausibles sur la question. Selon les propos de l'ancien agent de renseignement militaire de l'Amérique, WOW aurait été émis par une comète. Il explique en effet avoir découvert dans la zone plusieurs comètes suspectes, puisqu'elles remplissaient idéalement les conditions requises pour cela. Les mois suivants, il a publié avec un autre scientifique du nom d'Evan Davis une étude dans laquelle il donnait un peu plus de détails sur leur recherche. Il était en fait question de nuages d'hydrogène qui étaient issus de comètes 266P Christiansen et P 2008Y2. Antonio et son collègue émettaient en effet l'hypothèse selon laquelle le WOW serait issu de l'activité de ces nuages. Leur hypothèse semblait juste, sauf qu'ils ne sont pas parvenus à convaincre tous leurs collègues scientifiques, puisque certains d'entre eux doutaient réellement du fait que de simples nuages puissent produire un signal si puissant. Pour que cette hypothèse puisse être acceptée à plus de facilité, il est nécessaire que les deux astronomes puissent effectuer de nouvelles observations. Pour l'instant, il subsiste toujours une part d'ufologues qui pensent que WOW était un signal de détresse envoyé dans l'espace par une civilisation extraterrestre. 1996, des traces de vie d'une civilisation extraterrestre découvertes sur une météorite. Alors qu'on était en 1996, une météorite du nom de ALH 84001 a frappé notre planète, sauf qu'elle n'avait pas pour autant éveillé la curiosité des scientifiques à l'époque. Ce n'est que 12 ans après, lors de la découverte d'une potentielle forme de vie extraterrestre, que les scientifiques ont décidé de se pencher à nouveau sur son cas. Venait en effet de découvrir sur Vénus la phosphine, un gaz qui exprime la présence d'une potentielle forme de vie sur la planète. Mais même si ALH 84001 provenait de Mars, la découverte sur Vénus leur a fait repenser à elle. Une équipe de chercheurs composée de plusieurs membres de la NASA a procédé alors à une recherche en s'appuyant sur une technique microscopique électronique. À leur grande stupéfaction, les résultats ont révélé que l'astre qui a échoué sur notre planète possédait certaines structures qui devaient apparemment être biologiques. Ils envisageaient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de fossiles de micro-organismes. L'étude apportait même un peu plus de précision en affirmant qu'il pourrait s'agir de fossiles d'un ancien biote martien. Les structures qui ont été observées révélaient que les caractéristiques de la météorite pourraient être les preuves d'une forme de vie primitive sur la planète rouge. En 1999, la NASA s'appuie sur cette conclusion et réaffirmait dans un autre document que les preuves en question seraient bel et bien de possibles preuves de l'existence d'une vie précoce sur la planète. De grands débats ont très vite vu le jour au sein de la communauté scientifique. Des analyses secondaires ont donc été effectuées. Les scientifiques arrivent à la conclusion qu'il s'agirait d'une simple contamination occasionnée par les matériaux biologiques de notre planète. Plus tard, en 2009, les auteurs qui avaient réalisé la première étude ont répondu face à cette hypothèse en affirmant et réaffirmant plutôt qu'à leur avis, la seule hypothèse possible serait biologique. Au final, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas de fossiles de bactéries, mais plutôt de biomorphes. Il s'agit d'un assemblage minéral qui ressemble aux micro-organismes, mais dont l'origine est géochimique et non biologique. Jusqu'à ce jour, ALH 84001 est l'unique exemple dont les scientifiques disposent en matière de microbiologie à propos du classement des échantillons en provenance de l'espace. Le mystère qui entoure l'objet jusqu'à aujourd'hui et les débats qu'il a suscités ont révélé que la science est un long processus et que les travaux permettent une exploration de la véritable portée des découvertes. Avec cette étude, les scientifiques ont pris conscience du fait qu'ils ont besoin de réaliser d'amples études à propos des échantillons afin de mieux les distinguer. Des extraterrestres à nouveau sur Mars. Il y a quelques années de cela, les scientifiques ont fait la découverte d'une étoile qui affichait un comportement bizarre entre les données fournies par la mission Kepler. La mission a utilisé un télescope afin de réaliser une observation d'un grand nombre d'étoiles. Ils étaient surtout à la recherche de fluctuations au niveau de l'intensité de la lumière. Avec cette dernière, les scientifiques avaient la possibilité d'ausculter les étoiles grâce à la technique de l'astérosismologie. Pour faire plus simple, ils devaient essayer de détecter le passage des planètes devant l'étoile. La mission s'est révélée comme étant un grand succès, puisqu'elle a permis la détection d'environ 1030 planètes. Or, parmi les 150 000 étoiles que Kepler a observées, il y en a une au comportement totalement étrange. Elle portait le nom de KIC 8462852 et semblait légèrement plus lumineuse et chaude que l'étoile de notre système, le Soleil. Elle n'avait rien de vraiment particulier, sauf que sa luminosité connaissait des changements assez intrigants de façon brutale et erratique. C'est une remarque capitale qui a été faite en premier lieu par les astronomes amateurs qui participaient au projet de science citoyenne Planet Hunters. Selon ces mêmes scientifiques, l'explication la plus simple et la plus compréhensible avait été qu'il y aurait des nuages de poussière qui bloquent de temps en temps la lumière. Mais il se posait un problème, puisque si cette théorie
théorie était juste, devrait pouvoir observer de la lumière dans l'infrarouge, ce qui n'a pas été le cas. Dans l'article qui a fini par être publié, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la cause la plus plausible serait des nuages de comètes. Toutefois, il faut des observations complémentaires afin de infirmer la dite théorie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En jetant un coup d'œil sur les courbes, Jason Wright, un astronome à l'université de Pennsylvanie, a songé à une autre théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre. Il en était tellement sûr, il est même passé à la rédaction d'un article scientifique et a fait une demande de temps de radiotélescope dans le but d'examiner l'étoile de plus près et dans les moindres détails. Ce qu'il a appris par la suite était tellement intriguant qu'il a commencé à paniquer. Que les choses soient bien claires, il faut savoir que lorsqu'on aborde la question de la civilisation extraterrestre, il faut garder l'esprit de la manière la plus ouverte possible. Dans ce cas, il est important d'examiner toutes les possibilités qui respectent les lois officielles de la physique. C'est une étape principale qui est incluse dans le processus de la démarche scientifique. Dans le cas actuel, les scientifiques sont à la recherche d'une signature justifiant l'existence ou la présence d'une super civilisation extraterrestre. Au cours de l'année 1964, un astronome de l'Union soviétique nommé Nikolai Kardashev a établi une échelle dans le but de réaliser une description du niveau de développement technologique auquel se situent les civilisations. Il y a dans un premier temps le niveau qui est accordé aux civilisations qui contrôlent la majeure partie de l'énergie de leur planète. Au niveau 2, elles ont la possibilité de contrôler l'ensemble de l'énergie émise par leur étoile. Et dès le niveau 3, l'énergie de la galaxie qui les accueille. Au-delà de ce niveau, de nombreuses personnes estiment qu'il est toujours possible d'imaginer des civilisations au niveau 4, regroupant celles qui ont le contrôle sur l'ensemble de l'énergie de notre univers. Un autre astrophysicien du nom de Carl Sagan a également proposé une échelle continue qui suit la formule K est égal log 10 W-6 sur 10. Il désigne par K le niveau de Kardashev et par W la puissance qui est consommée en watts. En 2014, la consommation d'énergie planétaire s'élevait à 13 045 mTep, ce qui fait 5,5 fois 10 puissance 20 joules, soit 17,3 TW. Selon l'échelle de Sagan, l'humanité serait donc au niveau de la civilisation 0,72. Les effets qu'a eu la croissance exponentielle étant ce qu'ils sont actuellement, il nous suffit encore de quelques siècles de croissance soutenue pour que nous atteignions finalement le palier 1. Pour aspirer au niveau 2, 3 par contre, il faudra attendre encore plus longtemps, soit plusieurs millénaires. En conséquence, dans le cas où plusieurs civilisations avancées prendraient la décision de poursuivre croissance, leur activité serait très vite détectable grâce aux observations astronomiques. Durant plusieurs années, les astronomes ont essayé d'imaginer plusieurs types de signatures appartenant à des civilisations autres que celles des humains. Ils recherchaient en particulier des traces de signatures chimiques, artificielles, émises par les déchets nucléaires par exemple. D'autres recherchaient au cours de la nuit des signaux émis par des réflecteurs solaires et bien d'autres encore. Au milieu de tout ce raffut, Hubert Rives a émis une théorie selon laquelle les civilisations avancées avaient la possibilité de modifier leur étoile et augmenter ainsi leur espérance de vie. Il a également mis l'accent sur le fait qu'il est possible qu'on se concentre un peu plus sur la signature des moteurs des vaisseaux spatiaux et pourquoi pas aussi la trace de sondes interstellaires au sein du système solaire. Dans notre cas, il aurait été possible d'observer la signature laissée par une sphère de Dyson partielle. Le terme est apparu en 1960 avec le physicien Freeman Dyson qui avait une description selon laquelle il s'agirait d'une sphère qui entoure une étoile en vue de collecter l'énergie qu'elle émet. Une sphère rigide n'est pas une idée trop réaliste, mais plutôt une multitude de plusieurs petits collecteurs solaires aurait l'effet escompté. Les extraterrestres imaginatifs qui ont de nombreuses ressources peuvent utiliser une sphère de Dyson partielle dans le but d'attirer l'attention sur eux. Les scientifiques étant connus pour leur curiosité débordante et sans limite, plusieurs d'entre eux se sont lancés depuis fort longtemps dans la recherche de sphères semblables. Sauf que tous leurs efforts se sont tous soldés par des échecs. Il y avait même à l'époque plusieurs recherches qui avaient pour but principal la détection de civilisations se trouvant déjà au stade 3. Ils partaient de l'hypothèse selon laquelle une civilisation galactique aurait des sphères du genre en quantité très importante. Cela augmenterait selon eux l'émission des infrarouges aux dépens des émissions qui sont visibles à l'œil nu. Mais même avec cela, ils n'ont pas eu de réelle détection concluante. Oumuamua, un signe de vie extraterrestre découverte en 2017. En 2017, un bolide assez étrange est passé dans notre système solaire et a plongé tous les astronomes du monde entier dans un profond émoi au point où de nombreuses personnes avaient émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un véhicule extraterrestre. Mais la thèse a très vite été controversée par plusieurs autres scientifiques qui estimaient qu'il n'y avait pas assez de preuves justificatives. Toutefois, elle continue toujours d'être défendue par un scientifique du nom d'Avi Loeb. Dans l'un de ses récents essais, il affirmait même que dans le cas où il aurait raison, il s'agit là de l'une des découvertes les plus énormes faites par l'humanité. L'homme est le directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard, ce qui signifie qu'il se fonde quand même sur un bagage intellectuel assez conséquent avant d'affirmer de tels propos. Dans un document qu'il a intitulé Le premier signe d'une vie extraterrestre, le scientifique spécialisé dans l'étude des trous noirs est revenu sur sa détection d'Oumuamua. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit en fait d'un objet qui a la forme de cigare et qui a traversé le système solaire au cours de l'année 2017. Son repérage a été possible grâce au télescope Pan-STARRS 1 basé à Hawaï. Les scientifiques qui ont fait sa découverte ont ensuite choisi de lui donner le nom d'Oumuamua qui signifie dans langue hawaïenne messager. Il faisait environ 400 mètres en
termes de longueur et 40 comme largeur. En considérant la grande vitesse à laquelle il se mouvait, les scientifiques sont parvenus à la conclusion qu'il provenait à coup sûr d'une étoile très distante de notre planète. C'était d'ailleurs le tout premier objet qui a été détecté et qui provenait d'un système stellaire autre que le nôtre. Au départ, il avait pris le nom d'astéroïde, sauf que très vite, l'une des équipes de l'agence spatiale européenne a estimé qu'il s'agissait à coup sûr d'une comète qui a été éjectée dans un autre système stellaire totalement différent. Mais cette hypothèse laissa toujours Avi Loeb sur sa faim. Selon lui, il ne permettait pas de donner une juste explication de l'accélération très excessive qu'a enregistré l'objet. De même, la traînée de gaz lorsqu'elle passait tout près de notre soleil. Même la forme insolite de l'objet ne pouvait pas être expliquée par la nature de comète. Avec un autre scientifique d'Harvard, il a signé un article qui avance dans la théorie selon laquelle Oumuamua ne pouvait pas être autre chose qu'une sonde propulsée grâce à une civilisation extraterrestre. La publication a eu un effet de boom et a été vraiment critiquée par de nombreuses personnes. À l'heure actuelle, Avi Loeb écrit que le débat se poursuit toujours puisqu'il n'y a pas de preuves suffisantes, quoi qu'on dise. Oumuamua continue d'être un mystère qu'on ne pourra peut-être jamais expliquer en intégralité. Sur près de 272 pages, le physicien a fait une exposition sur plusieurs hypothèses sur les origines de ce premier visiteur interstellaire. Au regard de toutes ces observations, plusieurs autres dont vous avez certainement entendu parler, pensez-vous que le chef de la NASA a des raisons de craindre l'arrivée des extraterrestres? Mais s'ils existent, comme beaucoup le prétendent, pourquoi ne se montrent-ils toujours pas? Donnez-nous vos propositions de réponse en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles vidéos.